Bien, alors bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Donc l'aventure Masterclass Philo, Masterclass Management continue à l'EM Strasbourg. Alors Yann Martin, qui est notre intervenant vedette sur ce sujet-là, se posait la question la dernière fois de savoir s'il y aurait autant de monde ou s'il n'y aurait plus que 3 ou 4 personnes comme ça. Donc il est rassuré, vous êtes présents. On sait aussi que, puisqu'il y a une retransmission ensuite possible sur YouTube, que de façon différée, c'est suivi avec attention par maintenant plusieurs centaines de personnes. Il y a eu plus de 1000 vues dans la semaine qui suivait. Donc c'est un vrai succès, on en est très heureux. Donc on continue la quête de sens pour les managers, mais aussi pour les philosophes. Et aujourd'hui, après nous avoir posé la question de réussir sa vie, que voulait dire réussir sa vie, ça va être l'interpellation sur l'efficacité. Alors l'efficacité, la performance sont des sujets, voilà, dans ces maisons que sont les business schools, qui sont des mots qui reviennent très souvent, des concepts qui sont beaucoup mobilisés dans les théories du management, parce qu'il y a aussi des théories en management. Et notre philosophe va nous donner un autre regard sur l'efficacité. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup Isabelle. Je suis pas... Si, le micro fonctionne, ça va. Hein, vous m'entendez correctement là? Oui, même au fond? Très bien. Alors, bonjour à tous pour commencer, puis merci d'être de nouveau présents et aussi nombreux, ça fait vraiment très très plaisir. Alors, avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, je voudrais m'amuser un tout petit peu à vous faire entrer dans ce que j'appelle les coulisses ou l'atelier du professeur de philosophie. C'est-à-dire, voilà, quand on est confronté à un sujet comme celui-ci, l'efficacité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on en fait? Quels sont éventuellement les événements qui vont constituer une sorte de matériau qu'on va tenter de recycler, de retravailler pour essayer de construire quelque chose comme une pensée de l'efficacité. Donc, si vous voulez, revenons un petit peu en arrière. Imaginons qu'on est il y a quelques semaines, voire il y a quelques mois, et que le prof de philo que je suis est en train de se dire, bon, ben voilà, j'ai décidé que je vais faire quelque chose sur l'efficacité, très bien, mais enfin, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et en vous disant ceci, je me souviens aussi alors du premier acte, si vous voulez, de cette histoire. C'était dans le bureau de Madame Barthes, d'ailleurs. On était en train de monter le projet Masterclass. On était en train de se demander quels seront les thèmes qui pourraient être porteurs pour les conférences de ce cycle. Et assez vite, je me souviens d'avoir proposé la question de l'efficacité. Et puis je me souviens d'une réaction spontanée de Madame Barthes, et réaction tout à fait naturelle, qui dit « Ah oui, oui, c'est vrai, la question de la performance ». Et puis c'est vrai que ça a trotté dans ma tête, je me suis dit « C'est vrai, performance, efficacité, ce sont deux notions très, très proches ». Même si l'enjeu en philosophie, c'est précisément d'éviter la confusion et d'opérer les distinctions qui s'imposent. Et donc, une première question se posait à moi, avant même que je commence à construire ce cours. Efficacité, performance, s'agit-il bien de deux noms pour une même chose, ou s'agit-il en réalité de deux choses radicalement différentes? Deuxième acte, si vous voulez, continuer à jouer un petit peu ce jeu qui consiste à passer dans les coulisses. Mercredi dernier, j'étais en voiture, j'écoutais une chaîne d'information et j'ai eu la surprise d'entendre un flash info qui concernait quelqu'un que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Pascal Pic, qui n'est pas du tout un philosophe, hein, c'est un paléoanthropologue, c'est d'ailleurs l'assistant d'Yves Coppens au Collège de France. Et je cite, alors c'est pas que j'ai réussi à prendre en direct ce que j'entendais dans la voiture, hein, c'est que j'ai réussi après à retrouver in extenso le texte qui avait servi de base au Flash Info. Et je lis,
Pascal Pic constate que la productivité et le culte de la performance ont pris le pas sur la collaboration et le partage dans l'entreprise. Et par simple souci d'efficacité, ce qu'il recommande, c'est de revenir à moins d'autoritarisme dans les modes de management et de redonner de la marge de manœuvre aux salariés. Bon, je ne m'interroge pas, bien évidemment, sur le titre que fait valoir Pascal Pic pour proposer comme ça des réformes possibles ou des perspectives de réformes possibles dans le monde de l'entreprise. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il joue clairement d'une opposition entre ce qu'il appelle le culte de la performance et ce qui relève pour lui d'un souci d'efficacité. En gros, hein, si je crois ne pas trahir ce qu'il essaie de nous dire, en disant que, au nom d'un souci d'efficacité, il faudrait que l'on renonce à un certain type de culte de la performance. Et du coup, un deuxième soupçon s'est à ce moment-là emparé de moi. Le culte de la performance pourrait bien être contre-productif du point de vue de l'efficacité. Donc, premier soupçon, performance et efficacité, est-ce deux noms pour la même chose? Deuxième soupçon, le culte de la performance n'est-il pas contre-productif du point de vue d'une logique qui serait vraiment et authentiquement une logique de l'efficacité? Continuons, si vous voulez, ce petit voyage en coulisses. Cette semaine, deux figures m'ont aussi marqué, comme elles ont dû marquer certains d'entre vous, parce qu'on en a beaucoup entendu parler, là encore, dans les journaux et sur les ondes radio. Il s'agit d'une part de la figure de Jérôme Kerviel, dont on parle à nouveau du procès, et de celle de Armstrong, le cycliste, pas le joueur de trompette ni le cosmonaute, qui tous les deux ont maille à partir avec la justice, avec l'Union cycliste internationale pour l'un, avec la justice pour l'autre. Bon, très bien. Vous allez me dire, mais quel rapport avec notre sujet? C'est qu'en réfléchissant un petit peu à ce qui est arrivé à ces deux personnages, bien sûr dans des domaines tout à fait différents, je me suis demandé si au fond, l'un et l'autre n'étaient pas des figures privilégiées de ce qu'il peut arriver, de pire, peut-être, quand on va jusqu'au bout du jeu de la performance à tout prix. Après tout, on peut très bien imaginer, je ne suis pas spécialiste ni de l'un ni de l'autre, mais on peut très bien imaginer, me semble-t-il, qu'ils aient été pris au piège d'une logique radicale de la performance. Il faut être le plus performant possible, soit sur le plan de la spéculation boursière, soit sur le plan des résultats sportifs. Et quand on conduit jusqu'au bout cette logique de la performance, eh bien, on se rend compte peut-être qu'elle peut conduire à d'étonnantes ou inquiétantes dérives. Voilà ce qui s'est passé, si vous voulez, ce à partir de quoi j'ai essayé de construire quelque chose. Ce n'était pas véritablement cherché, mais il se trouve qu'il y avait là, tout simplement, dans l'actualité à laquelle j'étais sensible, des éléments qui donnaient à penser ce rapport difficile, tendu, entre ce qui est de l'ordre de l'efficacité et ce qui est de l'ordre de la performance. C'est bien de l'efficacité que je veux vous parler aujourd'hui. Et c'est bien à cette notion que va être consacré l'essentiel de mon propos. Pourtant, je crois que si l'un des enjeux de cette rencontre, eh bien, c'est d'essayer de cerner le champ propre de l'efficacité, il est peut-être bon quand même de cerner ce qu'il en est de ce que je vais appeler, et là je pèse chacun de mes mots, l'idéologie de la performance. Commençons peut-être quand même par là. 5 points, pour ceux qui ont absolument envie de prendre des notes et puis que ça a l'air de quelque chose qui tienne à peu près la route. Ça fait toujours bien quand un prof dit 5 points, après il risque d'être pris au piège, s'il y en a 4, tant pis, seuls ceux qui écoutent de toute façon s'en rendront compte. Bon, en général ça ne fait pas grand monde. Premier point,
Bah, cette... Premier point, cette idéologie de la performance, comme je viens de l'appeler, justifierai le choix de ce terme tout à l'heure, se présente généralement comme un principe d'efficacité. Au niveau, si vous voulez, des lieux communs, au niveau des représentations communes, au niveau d'un discours qui ne chercherait pas à s'auto-censurer, le cadre efficace, par exemple, c'est la même chose que le cadre performant. Bien sûr, il y a là quelque chose qu'il faudra interroger. Mais on est au niveau des lieux communs. Deuxième remarque, l'idéologie de la performance tend à privilégier le résultat, sans se soucier parfois des moyens. Pour cette logique de la performance, c'est d'abord le résultat qui compte. Et le résultat compte tellement que, après tout, quelquefois, on préfère ne pas savoir comment le résultat a été obtenu et quels ont été les moyens qui ont été mis en œuvre. Je pense à une formule toute simple, mais bien souvent entendue, mais on se demande comment il fait pour obtenir de tels résultats. Et quand on se demande comment il fait, on se doute que parfois, eh bien, les moyens ne sont peut-être pas tels qu'on les approuverait sans restriction. Ou pas forcément parce qu'ils seraient malhonnêtes, mais par exemple qu'on peut imaginer qu'un cadre performant ou un commercial performant, tiens par exemple, pour faire du chiffre, puisque c'est ce qu'on lui demande, choisisse dans la gamme de ce qu'il a à proposer les produits qui précisément assurent le plus de chiffres, quitte au fond à ne pas faire grand-chose d'une offre promotionnelle, par exemple, qui ne lui rapporterait pas grand-chose. Si c'est le chiffre qui compte, bien évidemment, il y a au niveau des moyens mis en œuvre des sélections qui peuvent être faites, non pas parce qu'elles sont arbitraires, mais parce qu'elles n'iraient pas dans le sens de la performance, telle que précisément ce commercial, par exemple, envisage de la mettre en œuvre. Alors bien sûr, il y a ici un problème. Si on considère que c'est seulement le résultat qui compte, on risque de se rendre aveugle à quelque chose d'essentiel, sur quoi j'insisterai tout à l'heure au cours de mon exposé. On risque de se rendre aveugle aux circonstances. On risque d'accréditer une idée très simple. Si ça a marché, c'est qu'on a été efficace. Si ça n'a pas marché, c'est qu'on n'a pas été efficace. Or, la réalité du champ de l'action est beaucoup plus complexe que cela. On investit dans ce cas-là tout sur l'agent, sur celui qui agit, sur le cadre, par exemple, ou le professeur, réputé performant, et on oublie d'analyser le contexte. Qu'est-ce qui fait que ça a marché? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Indépendamment des compétences ou des qualités particulières de l'agent qu'on va louer pour son efficacité, ou auquel on va reprocher, au contraire, son inefficacité. Or, l'analyse du contexte, bien évidemment, elle pourrait être profitable de façon bien plus large qu'au seul agent. L'analyse du contexte aiderait peut-être à comprendre que, de toute façon, par exemple, les conditions étaient ce qu'elles sont, il n'y avait rien à faire. Ou alors qu'il aurait fallu s'entendre à plusieurs pour envisager une modalité d'action qui aurait été tout autre et qui n'aurait pas été réductible au génie particulier de l'agent performant. Troisième remarque dans cette analyse de l'idéologie de la performance, c'est qu'elle relève d'une conception individualiste de l'efficacité. Pascal Pic le relevait assez nettement dans le court extrait que j'ai cité tout à l'heure. Et cette logique de la performance, cette idéologie de la performance, conduit à l'exaltation de la figure de celui que j'appelle le héros performant. Alors, celui que l'on va admirer, celui dont on va narrer les exploits à longueur de pages et d'écrans de télévision, qu'il s'agisse du héros sportif, Usain Bolt par exemple, voilà, quelqu'un de particulièrement performant,
ou qu'il s'agisse de Mark Zuckerberg, voilà encore un autre héros particulièrement performant. Or, ce qui est frappant, me semble-t-il, c'est que dans tous les cas, ce qui se trouve exalté avec la figure du héros performant, c'est la figure de l'individu supposé hors norme, considéré comme hors norme, à tort ou à raison. Ce qui pose quand même un petit problème, c'est que le hors norme, par définition, ne peut pas servir de modèle commun. Le hors norme, c'est précisément ce qui ne peut pas servir de norme. Ce qui pose, en termes de management, me semble-t-il, des problèmes considérables. Quatrième point d'analyse, cette idéologie de la performance, elle est liée à un autre culte, si vous voulez, le culte des chiffres. Ou si vous préférez, la culture du chiffre, dans une logique qui est essentiellement une logique quantitative. Ce n'est pas propre du tout, d'ailleurs, au monde de l'entreprise, je tiens à le dire. Le monde à moi, c'est plutôt celui de l'éducation nationale. Et depuis 3-4 ans, les services du rectorat, je ne sais pas s'ils sont représentés ici, mais enfin, ils ont à la bouche une expression, dans toutes les plaquettes, si vous voulez, publiées par le rectorat, on nous rappelle qu'il faut des indicateurs chiffrés de performance. Alors, je ne sais pas si vous avez ça, vous aussi, dans vos milieux à vous, je pense que oui, on a ça un petit peu partout, mais voilà, il ne suffit pas d'être performant, on reconnaît la performance, c'est un indicateur chiffré. Usain Bolt est performant, très bien. Ça donne quoi en temps pour un 100 mètres 9,63 je crois, ou un truc comme ça. Bon. À partir du moment où on est dans une logique de la performance, on est dans une logique quantitative du chiffre, on n'est pas dans une logique qualitative. Autre exemple de performance, c'est bien de sauter de haut en parachute, mais combien de kilomètres 39 ? Ah ouais, ça c'est performant, pas de problème. Cinquième dimension qui me semble attachée à ce goût ou à ce souci de la performance, c'est que la performance porte avec elle une croix un peu singulière, c'est qu'au fond, elle est vouée à l'éphémère. Les records sont faits pour être battus. Et une performance battue, précisément, c'est plus tout à fait une performance. Au fond, une performance, c'est d'emblée une sorte de panneau indicateur qui dit « il y a là quelque chose à battre ». Il y a là quelque chose qui n'est pas fait pour durer, et les records qui durent, ce sont en général des records qui agacent. Alors pour débuter mon analyse critique de ce que Pascal Pic appelait le culte de la performance, j'ai utilisé le terme idéologie de la performance. Il est peut-être temps de se demander pourquoi j'ai choisi ce terme. Pourquoi une idéologie de la performance ? Cette idéologie ici n'est pas une métaphore. Je crois qu'il faut vraiment l'entendre au sens le plus propre, qui est celui-ci, en tout cas c'est celui-ci que je vous propose, un système de représentation qui vaut exactement comme instrument de pouvoir. C'est le propre d'une idéologie. Il y a idéologie quand les idées sont appelées à régner. Elles ne sont appelées à régner qu'à condition de pouvoir être transformées elles-mêmes en instruments de pouvoir. L'idéologie de la performance est bien la construction d'un système de pensée, d'un système de représentation, d'un système imaginaire, qui introduit par exemple la figure imaginaire du héros performant, qui sert d'alibi à l'exercice non seulement d'un pouvoir, mais d'un double pouvoir. Celui, par exemple, d'un certain discours managérial. Il est bon, quand on veut inviter chacun à se dépasser, à donner le maximum de lui-même, à aller jusqu'au bout de ses limites, d'exalter
la figure triomphante du héros performant. Et ce système de représentation permet de jouer d'un pouvoir, et d'un pouvoir d'autant plus fort qu'il est susceptible d'être intériorisé par la conscience à laquelle il s'adresse. Il n'y a pas de pouvoir plus fort que celui que l'on intègre soi-même. C'est vrai, il m'appartient, si je veux être quelqu'un d'efficace, d'être particulièrement performant. Quand le discours de la performance est intériorisé par l'agent qui ne s'imagine efficace qu'à condition d'être performant, alors le pouvoir est absolu. Et puis bien évidemment, du coup, ce pouvoir s'exerce en quelque sorte de l'extérieur, dans le cadre de ce que j'ai appelé un certain type de discours managérial dont les entreprises n'ont absolument pas le monopole. Soyez certains qu'au rectorat, c'est exactement la même chose. Mais bien évidemment, le pouvoir du héros performant lui-même aussi. Le pouvoir du héros performant qui, justement, en s'inscrivant dans cette logique de la performance, eh bien, peut affirmer qu'il mérite une plus-value, au moins symbolique, au moins une médaille, au moins quelques émissions de télévision, au moins quelques articles de presse, et éventuellement quelques centaines de milliers d'euros, ça ne fait pas de mal de toute façon. Si vous avez retenu ce que j'ai considéré comme étant les 5 caractéristiques essentielles de l'idéologie de la performance, alors bien évidemment, on pourra en débattre après. Je ne vous les présente pas comme des vérités révélées ou des vérités dogmatiques que je viendrai vous asséner du haut de mon estrade, mais comme des propositions réflexives dont nous pourrons tout à fait débattre et discuter tout à l'heure. Mais si au moins à titre provisoire, on admet qu'il y a là de quoi cerner ce que j'ai appelé l'idéologie de la performance, eh bien il me semble qu'en creux, on peut commencer à circonscrire le champ propre de l'efficacité. Si on accepte l'idée que le discours de l'efficacité n'est pas du même ordre que le discours de la performance. J'avais dit que le discours de la performance tend à privilégier le seul résultat. Eh bien, on pourrait alors reconnaître que le souci de l'efficacité se veut attentif, moins au seul résultat qu'aux conditions de l'action, aux moyens mis en œuvre. Il ne s'agit plus seulement de regarder ce qu'on a obtenu ou ce qu'on veut obtenir. Pour être efficace, il faut être attentif aux circonstances, aux conditions, au contexte. J'avais suggéré que le culte de la performance relevait d'une conception individualiste de l'efficacité. On peut éventuellement alors considérer que l'efficacité met en jeu une conception collective de la réussite. Un individu peut être performant, peut-être, sans doute. Une équipe soudée peut être efficace. J'aurai l'occasion de développer cela tout à l'heure. J'avais indiqué aussi ce qui, dans l'ordre de la performance, renvoyait à une culture du chiffre. Bien, il me semble que le souci de l'efficacité se situe moins dans un domaine qui serait celui de la quantité chiffrable que dans un domaine qui doit être celui de la qualité, qui n'est pas toujours mesurable, pour laquelle il n'y a pas toujours possibilité d'indiquer des indicateurs chiffrés de performance, justement. C'est important de relever ça parce que dans l'ordre de l'efficacité, imaginez, prenons un exemple tout simple. Vous êtes, par exemple, entraîneur d'une équipe de football. Peut-être parmi vous. Il n'y a pas de sous-métier. Hein. Et donc, on peut imaginer que votre équipe ait progressé qualitativement.
et que pourtant elle continue à perdre. Il n'y a pas d'antinomie. On peut reconnaître à la fois que qualitativement l'équipe a progressé et que pourtant ça ne s'inscrit pas encore au titre de performance chiffrée. Elle continue à perdre et il n'y a toujours pas beaucoup de points au compteur du classement. Et pourtant, l'entraîneur efficace, c'est celui qui saura s'appuyer précisément sur cette amélioration qualitative sans forcément harceler ses joueurs. On peut même penser à une équipe de gamins dans un club de village, en leur imposant des résultats. Peut-être que les résultats viendront après. Pour le moment, ce qui compte, c'est, par exemple, qu'on fasse mieux circuler le ballon. Logique de l'efficacité contre logique de la performance. Enfin, le cinquième point que j'avais relevé comme relevant justement de cette logique de la performance, c'était l'inscription de la performance dans l'ordre de l'éphémère. Les records sont faits pour être battus, disais-je. Il me semble au contraire que le souci de l'efficacité doit nous inscrire dans une logique de la durabilité. Ce qui est efficace se reconnaît d'abord au fait que ça tient. Je vais reprendre, si vous voulez, mon exemple très simple de l'équipe de football. Vous avez travaillé l'entraînement, c'est bien, vous avez gagné un match. Puis après, on retombe dans le cycle des défaites, le jeu se délite à nouveau, les passes n'arrivent pas. C'est qu'au fond, ça n'a pas été efficace. En revanche, quels que soient les résultats et quel que soit le nombre de défaites, si match après match, il y a toujours du jeu, toujours des passes, toujours de la solidarité, bref, si ça dure, si ça tient, on pourra admettre qu'on est effectivement dans une dynamique qui est non pas celle de la performance, mais celle de l'efficacité. Eh bien, c'est justement à partir de cela que je vous propose de penser pour elle-même, cette fois, la logique de l'efficacité. On va laisser un peu de côté la comparaison entre efficacité et performance. On pourra en reparler tout à l'heure si vous voulez. Et on va vraiment se concentrer sur la question de l'efficacité. Mon but, je vais le dévoiler tout de suite, c'est de dénoncer un leurre, une illusion. Et ce leurre consiste en ceci, en l'idée simple, pour ne pas dire simpliste, selon laquelle le résultat serait toujours proportionnel, d'une part à l'action engagée, d'autre part aux moyens mis en œuvre. Je reprends cette idée. M'attaquer à l'idée simpliste, selon laquelle le résultat serait toujours proportionnel à l'action engagée, qu'est-ce qu'on a fait, et aux moyens mis en œuvre, comment on l'a fait. Qu'il suffirait de faire ce qu'il faut quand il le faut pour que le résultat soit automatiquement et mécaniquement au rendez-vous. Là, je crois que c'est une vue de l'esprit qui n'est pas seulement simple, mais encore une fois profondément simpliste, et qui ressortit d'une pensée naïve de l'action. Et cette pensée naïve de l'action, il va falloir la déniaiser, il va falloir la démystifier. Penser vraiment l'efficacité, ça va revenir pour nous à penser vraiment ce qu'agir veut dire. Alors là, toujours à l'attention de ceux qui prennent des notes, je crois, si je ne me laisse pas emporter, disons, par l'improvisation, que je vais déployer mon propos en 3 temps. Alors, je vous les indique, comme ça, si ce n'est pas vrai, vous pourrez toujours vérifier et me le rappeler. Je vais commencer quand même, dans un premier temps, à présenter un modèle sommaire de ce que j'appelle l'action concluante. Bref, ce que je vais appeler plus techniquement le mythe de la modélisation. Du modèle technique de l'action
efficace, concluante, qui doit aboutir au résultat visé, au but visé, pour peu qu'on se donne les moyens de mettre en œuvre les moyens qu'il fallait mettre en œuvre. Je ne vous la refais pas, je ne serais pas capable de redire cette phrase. Bon. Dans un deuxième temps, je vais chercher ailleurs un autre modèle que ce modèle naïf, et je vais le chercher dans la pensée chinoise. Et là, je ne vous cache pas que je vais prendre appui sur quelqu'un qui a fait le travail pour moi, qui s'appelle François Julien, un spécialiste de la pensée chinoise, et qui, coup de chance pour moi, a écrit un petit traité sur l'efficacité, a publié une conférence sur l'efficacité sur laquelle je m'appuierai assez largement. Il faut bien commencer de temps en temps par payer ses dettes. Puis dans un troisième temps, quand même, je prendrai un petit peu mes distances avec François Julien, que je vous invite à lire. Hein. Je donnerai peut-être la référence tout à l'heure quand il sera question de lui. Parce qu'il me semble que pour signifier la richesse particulière ou le génie particulier de la conception chinoise de l'efficacité, François Julien prend appui sur ce qu'il appelle une logique occidentale de l'efficacité, mais une logique occidentale qu'il simplifie quand même, pour ne pas dire qu'il caricature, me semble-t-il, à outrance. En jouant la Chine contre l'Occident, ce qu'il fait très souvent et ce qu'il fait très bien, en général, il me semble qu'il est injuste avec une pensée de l'action qui s'est déployée en Occident et dont il ne dit rien. Celle d'Aristote en particulier. Et donc, dans un troisième temps, j'essaierai de repenser un modèle complexe de l'action. Et si vous voulez un titre en forme un petit peu de propagande, allez, je reprendrai une expression à quelqu'un qui s'appelle Ferdinand Alquier, qui parlait de consentement au risque du réel. Agir, c'est consentir au risque du réel. Et on essaiera de voir ce que devient la question de l'efficacité lorsqu'il s'agit précisément de consentir au risque du réel. Voilà, je vais donc entrer dans ma première partie. Rassurez-vous, je respecterai quoi qu'il en soit, enfin bon, je ne le promets pas, mais bon, le principe dont nous avons convenu, je crois, c'est que à 7h30, j'arrête de parler, probablement déjà parce que j'aurai plus de voix, et puis je vous laisserai la parole, nous prendrons le temps de dialoguer. Alors, j'ai commencé par me demander ici à quoi renvoie la conception courante de l'efficacité. Mais en philosophie, quand on interroge un substantif, efficacité, un nom commun, c'est toujours un peu compliqué. C'est toujours plus simple d'essayer d'avoir affaire aux adjectifs. Bref, pour le dire autrement, il est plus simple de se demander qu'est-ce que ça veut dire pour monsieur tout le monde. Je me situe vraiment au niveau du sens commun. Qu'est-ce que ça veut dire être efficace? C'est une question un peu plus simple que celle qui consiste à se demander c'est quoi l'efficacité? Là, je m'adresse en particulier aux étudiants en philosophie ou l'école de management. Vaut mieux travailler les adjectifs. C'est un détour qui parfois nous aide à donner du jeu à notre pensée. Donc, quand je me suis posé cette question, c'est quoi être efficace? Qu'est-ce que ça veut dire être efficace? Il m'a semblé que je pouvais, sans trop de risque, proposer une définition un peu sommaire, celle-ci. Être efficace, c'est faire ce qu'il faut pour atteindre un objectif. Voilà. Il me semblait qu'il y avait déjà matière à travailler, une sorte de matière première à partir de laquelle déjà on peut peut-être essayer de faire sortir quelque chose. Faire ce qu'il faut pour atteindre un objectif. L'exercice auquel je vais me livrer là, c'est le même que celui auquel je me suis livré il y a quelques semaines, lorsque j'ai pris le temps d'analyser l'expression. Merci. Merci à ceux qui écoutaient, moi j'avais déjà oublié, réussir sa vie, exactement. Bon là, il y a un peu plus de mots. Faire ce qu'il faut pour atteindre un objectif, il y a un peu plus de mots que dans réussir sa vie. Ça va peut-être être du coup un tout petit peu plus long.
D'abord, dans cette formule, l'efficacité est pensée d'abord quand même dans son rapport à un individu. Quand on pense l'efficacité de cette manière, on est renvoyé à la logique de l'individu qui doit faire ce qu'il faut pour atteindre l'objectif qui est le sien. On a donc un centrage sur la figure du sujet efficace, c'est-à-dire celui qui fait ce qu'il faut pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé ou qui lui a été fixé. Donc le terme important là-dedans, c'est le terme objectif. But, si vous préférez. Un objectif est conçu comme un idéal à atteindre. Peut-être pas comme quelque chose à accomplir sans reste, mais au moins comme ce vers quoi il faut tendre. Pour être efficace, semble-t-il, il faut savoir ce que l'on veut, et pour savoir ce que l'on veut, il faut savoir ce que l'on vise. Quel est le but vers lequel nous tendons, et que, si possible, si les événements sont favorables, eh bien, nous allons essayer d'atteindre. Faire ce qu'il faut pour atteindre un objectif, c'est aussi bien évidemment être attentif aux moyens, et pas seulement au but, pas seulement à l'objectif. C'est reconnaître que des moyens doivent être mis en œuvre pour atteindre ce but. Et que pour atteindre ce but, il ne suffit pas d'avoir de la bonne volonté, il ne suffit pas d'avoir de l'enthousiasme, il ne suffit pas d'avoir du génie, il ne suffit pas d'être un héros performant. Il faut prendre la mesure des moyens réels qui sont réellement et effectivement à notre disposition. On ne peut pas court-circuiter, dans une logique de l'efficacité, la question des moyens, de la pertinence des moyens et du choix des moyens. Je continue, faire ce qu'il faut pour atteindre un objectif. S'il faut faire quelque chose, c'est que quelque chose fait défaut. C'est qu'il y a une situation à laquelle il s'agit de remédier. Je vous fais remarquer que je n'ai pas vraiment joué sur les mots ici. Un défaut et le verbe « il faut » ont exactement la même origine. Ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut quand quelque chose fait défaut. Alors, en latin, ça ne marche pas trop bien. En grec, ça marche très bien. Ce qu'il faut, parce que quelque chose fait défaut, le défaut, le manque, c'est endeia en grec. Et quand un grec dit « il faut », il dit « dei ». C'est exactement la même racine. Ce qu'il faut est commandé par ce qui fait défaut. S'il me faut de l'eau, si j'ai soif, c'est que de l'eau me fait défaut. Et ce qu'il faut, c'est donc ce qui pourra remédier à un défaut reconnu comme tel. La situation qui requiert mon efficacité, c'est donc une situation considérée comme défectueuse. S'il y a quelque chose à faire, s'il faut faire quelque chose, c'est qu'il y a un problème à régler. Un chiffre d'affaires en baisse peut-être, ou des résultats sportifs insuffisants. Et la question de l'efficacité se pose précisément quand une situation économique, sportive, pédagogique est reconnue comme défectueuse. Enfin, dans cette formule simple, faire ce qu'il faut pour atteindre un objectif, il y a le verbe faire. On verra tout à l'heure, il ne faut pas se laisser piéger par lui. Bref, on est dans l'ordre de la mise en place d'un processus pensé comme quelque chose à réaliser, quelque chose à produire, quelque chose à rendre effectif. Par exemple, on pourrait dire qu'on a fait ce qu'il fallait pour redresser une entreprise, de la même manière qu'un maître céramiste pourrait dire qu'il a fait ce qu'il fallait pour émailler sa céramique. Il y avait quelque chose à faire, on a fait ce qu'il fallait. Retenez peut-être cette idée parce qu'on verra tout à l'heure que ce verbe « faire » est en fait équivoque et que sous des apparences claires, en réalité, il nous piège. Pour anticiper légèrement, on verra tout à l'heure que faire, ce n'est pas agir, et qu'agir, ce n'est pas faire. Qu'une logique de la production n'est pas une logique de l'action, et qu'une logique de l'action
n'est pas une logique de la production. Si on accepte de comprendre de cette manière l'efficacité, eh bien, il faut, me semble-t-il, reconnaître aussi qu'elle requiert 3 qualités particulières. 3 qualités qui puissent garantir un agent efficace. Ces 3 qualités, quelles sont-elles? Oh, c'est pas très compliqué. D'abord, ça laisse entendre qu'il faut être intelligent. L'intelligence, c'est pas le génie hors norme ici, pas du tout, hein. L'intelligence, c'est ici la capacité à concevoir un modèle idéal à réaliser, mais aussi les moyens de sa réalisation. L'intelligence ici n'est pas seulement la faculté des fins, voilà ce qu'il faut réussir à faire. Pas besoin d'être très intelligent pour reconnaître, quand on n'arrête pas de se prendre des tuiles sur les matchs de foot, que faudrait peut-être redresser un petit peu la barre et les résultats. Il faut être un peu plus intelligent pour savoir comment on va faire. L'intelligence est vraiment intelligence quand elle est ordonnée à la question des moyens et pas seulement à la question des fins. La deuxième qualité de l'homme efficace, si on comprend toujours l'efficacité comme je viens de vous le proposer, ce que moi-même je n'accepte pas tout à fait, hein, je vous l'ai laissé entendre tout à l'heure, c'est la volonté, bien sûr. Il ne suffit pas de reconnaître intellectuellement la nature des moyens qu'il s'agit de mettre en œuvre, encore faut-il vraiment vouloir les mettre en œuvre. Il ne suffit pas de concevoir, il faut aussi vouloir. On ne peut pas être efficace si l'on manque de volonté. Et troisième qualité, bien sûr, de l'homme efficace, le savoir-faire. Ce qui suppose une connaissance technique, une expertise, on appelle ça quelquefois de cette manière, une capacité à faire vraiment ce que l'on sait devoir faire et ce que l'on veut faire. Comprenez bien ce que j'essaie de vous dire, c'est je peux être assez intelligent pour savoir ce qu'il faut faire, assez volontaire pour vouloir le faire et pas assez compétent pour savoir le faire. Et dans ce cas-là, c'est cuit. Je ne serai pas efficace, aussi intelligent et volontaire que je sois. Mais alors, si on admet que l'individu efficace, et vous comprenez que là où je vais me désolidariser, c'est qu'au fond, l'efficacité ne peut pas se jouer au niveau individuel. C'est ce que j'essaierai de vous dire tout à l'heure. Mais ce n'est pas grave. À titre provisoire, acceptons cette figure de l'individu efficace. Si l'individu efficace, c'est l'individu qui est à la fois intelligent, volontaire et compétent, ce qu'on lui souhaite, en cas d'échec, c'est-à-dire en cas d'inefficacité, le réflexe est simple. En cas d'échec, il faudra bien reconnaître qu'il y a un ou des coupables. Si l'efficacité est pensée par rapport à un agent, eh bien, en cas d'échec, il faudra bien admettre que cet agent n'a pas fait ce qu'il fallait. Et s'il n'a pas fait ce qu'il fallait, il faudra bien reconnaître sa culpabilité. Je ne suis pas en train de vous dire ce que je pose comme vrai. Je suis en train de suivre le fil des conséquences d'une pensée de l'efficacité qui prendrait la forme que j'essaie d'élaborer en ce moment et dont je me désolidariserai dans quelques minutes. Si celui qui a raté est coupable, ça veut dire dans ce cas-là qu'il a manqué soit d'intelligence, il n'a pas compris, il n'a pas su concevoir ce qu'il fallait faire, et donc, il est inefficace parce qu'il manque d'intelligence. Ou alors, il est inefficace parce qu'il manque de volonté. Il n'a pas fait ce qu'il savait devoir faire. Ou alors, il est inefficace parce qu'il est incompétent. Peut-être qu'il était assez intelligent, peut-être même qu'il est plein de bonne volonté, ce monsieur ou cette dame, mais voilà, pas de bol, il ne savait pas faire
ce qu'il savait devoir faire. Bref, il est incompétent. On se rend compte que si on suit cette piste-là, le culte de l'efficacité est immédiatement celui de l'individu efficace. On est revenu à la figure du héros performant, simplement malheur à lui s'il n'est pas performant, à la fois intelligent, volontaire et compétent. Ce qui est quand même, il faut bien l'admettre, beaucoup demandé pour un seul homme. Hein. Cette conception, que je vais maintenant qualifier de naïve, cette conception naïve donc, de l'efficacité vient buter sur plusieurs difficultés majeures. La première, c'est que nul n'est efficace toujours et autant. L'individu efficace ne porte pas son efficacité comme une sorte de qualité immunitaire qui le protégerait dans tous les cas du risque de l'inefficacité. Un entraîneur, allez, je vais garder ma métaphore footballistique, qui a été efficace avec telle équipe, peut très bien, dans un mandat suivant, être inefficace avec une autre équipe. Alors, comment cet entraîneur, il est efficace ou il est inefficace? Ah oui, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. On n'est pas efficace toujours et autant. On peut avoir été efficace dans telle ou telle situation, mais le problème, c'est que si deux situations peuvent être analogues, bon, après tout, une équipe de foot, c'est une équipe de foot, elles ne sont jamais identiques. Alors, vous savez le drame qui est arrivé à certains généraux de la Première Guerre mondiale, qui, parce qu'ils avaient été brillants en 14-18, se sont dit, faisons pareil en 40 et ça marchera très bien. Le problème, c'est que ça n'a pas marché du tout. La situation avait évolué, l'armement n'était pas le même, les méthodes de combat n'avaient rien à voir, et ce qui avait été efficace en 17 n'était plus du tout efficace en 40. Si cette conception est naïve, c'est aussi, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'elle cherche à saisir l'efficacité en termes de faire plutôt qu'en termes d'agir. Comme je reviendrai tout à l'heure, je n'insiste pas. Troisième raison de la considérer comme naïve, c'est qu'on a certes là un modèle très rationnel de l'efficacité. Il faut identifier, concevoir, analyser, déterminer. Mais le problème, c'est que ce modèle très rationnel, il vient parfois buter sur le réel. Le réel, c'est précisément ce qui ne se plie pas facilement à nos schémas rationnels, même les mieux construits, même les mieux élaborés. Le réel, c'est ce qui résiste parfois, pour ne pas dire toujours, à nos schémas mentaux. Or, le problème, c'est que l'action efficace, elle ne peut pas faire l'économie du réel. C'est absolument impossible. Il faut bien qu'elle se débrouille avec. Il faut bien qu'elle se coltine la réalité, même quand elle résiste à nos schémas mentaux. J'avais fait un plan d'entraînement absolument super. Oui, mais pas de bol. Les joueurs ils sont sortis tard hier soir. Ils ne sont pas tout à fait dans leur assiette. Soit on laisse tomber l'entraînement, soit on fait ce qu'on a comme on peut. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Or, on va laisser tomber les métaphores ou les comparaisons footballistiques, et je vais vous proposer un autre fil rouge. Au fond, je vais faire revenir encore dans les coulisses de la préparation de cette conférence. En même temps que je préparais ça, je lisais. On dit souvent je relisais, c'est pas vrai. Les gens qui disent je relisais, c'est pas vrai, ils relisent jamais. Hein. Personne n'a assez de temps à perdre pour lire deux fois la même chose, ça sert à rien. Non, je lisais Guerre et paix de Tolstoï. Parce que quand j'ai dit ça il y a 15 jours à quelqu'un, il me dit ah tu le relisais? Bon non, je l'avais jamais lu avant, donc je vais pas le relire. Hein, bon. Et il se trouve que là aussi, ça m'a donné du grain à moudre. C'est peut-être pas le hasard, c'est peut-être que bien sûr, quand on prépare un topo sur l'efficacité, on est attentif à ce qui, dans Guerre et paix, concerne la question de l'efficacité, sans doute. Hein. Et je vais vous raconter une scène qui m'a pas mal amusé. On est à la veille de la bataille d'Austerlitz. L'empereur a rassemblé autour de lui ses meilleurs généraux. Il va falloir quand même affronter Napoléon, ce qui n'est pas rien. Il est efficace ce type quand même, quoi, ou performant, je ne sais pas, après tout.
Et puis il y a deux généraux qui sont là, un vieux général expérimenté, qui s'appelle Kutuzov. Et alors lui, pendant la réunion de l'état-major, qu'est-ce qu'il fait? Il roupille. Rien à battre de ce qu'on raconte. Et puis il y a un autre jeune général, Weyrother, qui montre lui une énergie inflexible et qui fait un exposé de plus d'une heure, Tolstoï insiste là-dessus, pour expliquer le dispositif rationnel qu'il va mettre en œuvre pour vaincre l'ennemi. Et ce dispositif, il énumère colonne par colonne, même pas corps d'armée par corps d'armée, colonne par colonne. Tout est en place, c'est nickel, c'est parfaitement rationnel, avec un tel général, avec ce bon Weyrother, qui est d'une efficacité, sur le papier en tout cas, absolument remarquable, qui a parfaitement planifié son opération, pas de doute, l'armée russe ne peut pas perdre. Bon, vous savez ce qui se passe. Ça ne se passe pas du tout comme Weyrother l'avait prévu. Aucune des colonnes ne peut s'engager selon les plans qui étaient les siens. Il y a le brouillard qui tombe. Napoléon attaque là où on ne l'attendait absolument pas. C'est la confusion générale. C'est une lourde défaite qui mine complètement le dispositif russe. Bref, pourtant, le modèle de Weyrother était exactement le modèle que je viens d'évoquer ici. Ah, c'était planifié, c'était rationnel, il y avait de l'intelligence, il y avait de la volonté, il y avait du savoir-faire. Quand même, c'est un général. Ouais, bon, pourtant, c'est la Bérésina. Enfin non, c'est pas la Bérésina d'ailleurs, celle-là. C'était simplement Austerlitz. Bon. Du coup, eh bien, passons au deuxième temps. Donc, ce modèle d'efficacité, parfaitement inefficace, que Tolstoï traite avec une ironie féroce. Alors, si vous n'avez jamais goûté à l'ironie de Tolstoï, alors là, lisez Guerre et paix, c'est monumental. Hein, est curieusement présenté par François Julien. Hein, donc, je vous invite à lire, par exemple, alors, il y a deux versions possibles. Hein, il y a la version courte pour les feignants, c'est-à-dire sans doute pour la majorité d'entre vous, qui s'appelle « Conférence sur l'efficacité ». Ça fait à peine une trentaine de pages, je crois. Oh, elle est peut-être 50. Publié chez Libelle, au PUF, en 2005. Puis il y a un texte plus long, alors je ne sais plus son titre, parce que je ne l'ai pas lu, en fait, je fais partie des feignants, bien évidemment, hein, qui s'appelle « Traité sur l'efficacité », je crois, mais j'en suis absolument pas sûr, qui est la version longue. La conférence, ça tombe bien, c'est une conférence qu'il a donnée à un public d'entrepreneurs qui se préparaient à investir le marché chinois et qui avaient besoin des conseils d'un sinologue pour savoir qui sont ces gens avec qui on va devoir traiter et donc comment on va faire pour traiter de manière aussi efficace que possible. Et donc ce modèle que je viens de vous proposer, eh bien c'est ce que François Julien appelle en gros le modèle européen grec-occidental. Excusez du peu. Et ce modèle européen grec-occidental, il met les trois à la fois, il le distingue fortement de ce qu'il appelle donc le modèle chinois. Je vais donc simplement ici relever les points saillants de l'analyse de François Julien, qui vise à distinguer, quasiment sur le mode de l'opposition, un modèle chinois de l'efficacité et ce qu'il appelle le modèle européen grec-occidental. D'abord, nous dit-il, la pensée chinoise de l'efficacité n'est pas centrée sur le sujet. Il nous dit par exemple qu'en Occident, on a tendance à considérer que le héros, c'est précisément celui qui va forcer les événements pour être efficace. Il faut y aller. Et il faut faire en sorte que ça tourne en notre faveur, mais pour cela, il faut s'engager. Il dit que la pensée chinoise est très très loin de cette figure héroïque de celui qui force les événements. Elle n'est pas centrée sur la personne de l'agent, du sujet, mais sur ce qu'il appelle la situation et les potentiels qu'elle offre. Il y a une situation donnée, la plaine d'Austerlitz, le brouillard, une configuration particulière du terrain, une confiance peut-être un peu naïve de l'armée russe, quelques espions qui ont fait leur boulot, qui peuvent apporter des informations intéressantes à l'empereur Napoléon. Voilà, il y a une situation et il s'agit de savoir quel potentiel elle offre. Qu'est-ce qu'on peut faire de la situation comme elle est?
Donc, ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'on élimine complètement la question du sujet, mais la question du sujet devient secondaire. Il ne s'agit plus de savoir ce que peut le sujet, mais quel est le potentiel ouvert par une situation concrète qui est là devant nous. L'angle d'attaque n'est pas le même. Cette pensée chinoise de l'efficacité n'est pas non plus pensée en rapport avec un activisme. Il faut absolument faire quelque chose. Mais en référence à un réel dont la qualité la plus manifeste pour la pensée chinoise est qu'il ne cesse de se transformer. Le réel, dans les schémas occidentaux tels que François Julien les expose, je crois pouvoir les exposer, c'est en gros ce qui reste à peu près en place. Ça tient. Bon. Ben non, pour la pensée chinoise, le réel est mouvant. Le réel est flottant. Le réel ne cesse de se métamorphoser, de se transformer, de changer. Et du coup, pour être efficace, il faut être attentif à ce qui est en train de changer, à ce qui est en train de se modifier, à ce qui était peut-être encore vrai hier, mais qui ne sera peut-être plus demain. Il ne s'agit pas de forcer les événements, encore une fois, pas du tout. Il s'agit de se dire quelque chose est en train de changer, qu'il faut saisir finement pour peut-être réussir à en tirer parti. Je continue. Cette pensée chinoise de l'efficacité ne prend pas appui sur le couple moyen-fin. François Julien nous dit par exemple qu'en chinois, il n'y a pas d'équivalent au terme but. But, objectif, c'est intraduisible, allons croire, je ne parle pas chinois, en chinois. Et il nous dit que le mot le plus proche de ce qu'on pourrait nous appeler un but, en chinois, combine l'œil, la figure de l'œil, l'idéogramme de l'œil, si vous voulez, et celui de la cible. Il y a quelque chose à voir qui est de l'ordre d'un quelque chose à viser. Pour ceux qui parlent grec parmi vous, on serait moins dans l'ordre d'un télos que dans l'ordre d'un scopos. Scopos, c'est la cible, télos, c'est le but. Et il s'agit moins de penser en termes de but que penser en termes d'horizon, en termes de cible. Et puis on sait bien que quand on vise la cible, on peut l'atteindre sans nécessairement que la flèche aille se planter en plein cœur. On n'est pas tous Robin des Bois, mais la cible, après tout, est peut-être assez grande pour s'autoriser d'un potentiel de situation qui nous permettent quand même de l'atteindre. La logique du ciblage, c'est pas tout à fait la même que la logique de l'objectif fixe, immuable et impératif. Bref, la logique ici, la pensée chinoise, n'est pas celle d'un aboutissement. Il faut absolument avoir fait ce qu'on se projetait de faire, mais celle d'un gain, d'un intérêt. L'important, c'est que quelque chose ait été conquis. Même si le but idéal n'a pas été atteint, après tout, un profit est reconnaissable. On n'est peut-être pas champion de notre poule ou notre groupe, mais on a monté au classement. Après tout, c'est un profit non nul qui, en termes d'efficacité, dit quelque chose de ce que nous avons été capables de faire. Du coup, il s'agit moins de fixer un but à atteindre que d'exploiter une disposition qu'on ne saurait contraindre par le jeu de la volonté. Ça aussi, c'est une constante de la pensée chinoise que je vais exprimer comme l'exprime la pensée taoïste. Si vous voulez faire pousser des pissenlits, c'est pas la peine de tirer sur les feuilles, quoi. Ça marchera pas. Non. En fait, les taoïstes parlent sans doute beaucoup mieux que moi, mais je me suis rendu compte au moment où j'étais en train de vous promettre la formule que je l'avais oubliée. Bon. Donc je ne sais pas si c'est de pissenlit qu'il est question, mais peu importe. Autrement dit, il faut parfois savoir ne pas agir pour attendre le moment opportun, pour attendre que la situation se transforme. Une action inopportune dans un potentiel de situation insuffisant est vouée, sinon à l'échec, du moins à l'inefficience. Et l'art de l'efficacité, c'est parfois, pour la pensée chinoise, l'art de savoir attendre que les choses bougent d'elles-mêmes.
l'art de savoir attendre que la situation soit favorable. Bref, dans cette pensée chinoise de l'efficacité, ce n'est pas l'action qui prime. L'action n'est que la force saillante d'un processus de transformation auquel il convient d'être attentif pour mieux en tirer parti. L'accent est mis sur l'attention à ce qui est en train de bouger dans le réel, sur lequel il faut faire quelque chose, sur lequel il faut agir. Elle n'est pas mise sur l'action elle-même. Pour le dire dans les termes de François Julien, on a moins en fait une pensée de l'efficacité qu'une pensée qu'il appelle une pensée de l'efficience, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Comme il définit lui-même la différence, je vous la livre telle qu'elle. Du point de vue de l'efficience, le potentiel de transformation est d'abord dans le réel en ce qu'il a de naturel. Il n'est pas d'abord dans l'agent et les exploits dont il est capable. Du point de vue de l'efficacité, le potentiel de transformation est d'abord dans le sujet intelligent et volontaire. La logique de l'efficience n'est pas tout à fait la même que la logique de l'efficacité. Revenons à Tolstoï, si vous le voulez bien, puisque justement François Julien en parle. Napoléon n'est pas présenté par Tolstoï comme un stratège rationnel qui élabore un plan, contrairement à Weyrother, par exemple. Il est présenté comme un génie, certes, mais comme un génie qui tire parti d'une situation à fort potentiel. Il a fait croire, par exemple, qu'il n'avait pas confiance. Il est en sous-nombre, il est en sous-effectif quand il est au moment de la bataille d'Austerlitz. Et si j'ai bonne mémoire, les troupes de Napoléon sont 2 à 3 fois moins nombreuses que les troupes du tsar. Et donc Napoléon a réussi à investir le palais, la cour du tsar, pour faire courir le bruit qu'il était inquiet, qu'il n'avait pas confiance, qu'il se disait que ça pouvait tourner mal. Et il va modifier la situation par ce jeu-là et tirer parti de la façon dont il a modifié. Il y a aussi quelque chose qu'il n'a pas prévu du tout, le brouillard qui tombe sur la plaine et qui change complètement les conditions du combat et qui rend caduques les plans de Weyrother. Ce modèle chinois présenté par François Julien, je vous l'ai dit, est bien sûr séduisant. Il donne à penser et il peut conduire à ironiser sur le modèle occidental d'une efficacité qui apparaît peut-être, au regard de ce modèle efficient, très inefficace. Mais justement, comme je vous le disais tout à l'heure, ce prétendu modèle occidental sur lequel ironise un peu François Julien est en réalité un modèle naïf, abstrait, qui relève d'une vulgate qu'il faut bien le qualifier d'un peu sotte. On a quand même fait mieux en Occident que ce modèle prétendument rationnel et profondément naïf. Bref, l'Occident a su penser le rapport entre action et efficacité selon des voies bien plus concrètes et bien plus complexes. Très bien le détour par la pensée chinoise. Et merci François Julien, sans la moindre ironie. À condition qu'il ne nous dispense pas de revenir aussi au trésor de notre tradition intellectuelle et philosophique. Et d'une pensée de l'action qui, en Occident aussi, a sans doute ses lettres de noblesse. Et donc cette dernière partie que je vous propose va être consacrée à ce que j'appelle un modèle concret de l'efficacité, le modèle aristotélicien, le modèle d'Aristote. Je crois profondément qu'Aristote est un grand penseur de l'action. Et que s'il est un grand penseur de l'action, c'est parce qu'il a su distinguer 2 choses radicalement différentes. D'un côté, le faire, de l'autre côté, l'action. Là encore, pour ceux qui parlent grec ou qui se souviennent de leur cours de philosophie,
d'un côté la poiesis, de l'autre côté la praxis. Qu'est-ce que c'est que la poiesis? Le faire, le fabriquer, le produire, traduisez ça comme vous voulez. Oublions le mot grec, s'il vous gêne. C'est la transformation d'une chose par un technicien. Ce technicien peut être un manuel, ce technicien peut être un intellectuel, peu importe. Il y a poiesis, là où un sujet transforme techniquement une chose. Dans le domaine de l'artisanat, par exemple, ou dans le domaine de l'agriculture, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est que la praxis? Ce qu'on traduit en général par l'action, c'est le processus par lequel, en agissant sur le réel, en transformant le réel, un agent produit en même temps une double transformation. Il se transforme lui-même et il transforme la situation. Prenons un exemple très simple, l'acte éducatif par exemple. Enseigner, ce n'est pas l'acte technique par lequel vous transformez une matière extérieure, le cerveau des élèves qui vous sont confiés par exemple. Ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la poiesis. Il me semble que toute éducation authentique est de l'ordre de l'action. En agissant sur le réel, l'esprit réel que vous allez en face de lui, éventuellement récalcitrant, mais rarement, eh bien sûr, vous transformez la situation, vous contribuez à créer une ambiance, une atmosphère, par exemple ce qu'on appelle une atmosphère de classe, qui va elle-même être favorable au processus éducatif, et surtout, ce qu'oublie parfois un certain nombre de professeurs débutants, c'est que vous vous transformez vous-même. En produisant devant des élèves un acte philosophique, vous transformez bien évidemment votre propre pensée, vous agissez sur vous-même. On ne sort pas indemne d'un acte pédagogique, aussi raté soit-il. À plus forte raison quand il est raté d'ailleurs. Bon. Donc ce n'est pas du tout la même chose, l'action et la production, la praxis et la poiesis. Pour être efficace dans l'ordre du faire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'habitude. À force de faire de la céramique, on la fait de mieux en mieux. Très bien. Il faut du savoir-faire. Très bien. Il faut de la répétition possible. À force de faire, on fait de mieux en mieux. Il faut ce qu'on appelle de l'art, au sens d'une habileté acquise et d'une habileté réemployable. L'art, dans ce sens-là, la techné, disaient les Grecs, c'est ce qu'on peut réinvestir sur le même objet. Bon, très bien. On est dans l'ordre de la praxis. On est dans l'ordre de la production. On est dans l'ordre de l'artisan efficace qui connaît son job. Dans l'ordre de la praxis, il faut autre chose. On est dans l'ordre du complexe, de l'imprévisible, du mouvant, des situations qui ne sont jamais les mêmes. Ce qui a marché avec cette classe, ça ne marchera pas avec tel autre. Ce qui a marché avec ce client, ça ne marche pas avec celui-ci. Et je ne pouvais pas le prévoir. Il faut m'adapter. La situation est complexe. Je pouvais tirer des plans sur la comète, il y a toujours quelque chose qui m'échappe. Il faut agir alors qu'on n'a jamais en main tous les éléments qui permettraient d'agir de façon parfaitement rationnelle. Un faire peut être achevé. Il y a un moment où, ça y est, ma céramique, elle est finie. C'est bon, je peux la vendre ou mettre des fleurs dedans, ce que vous voulez. Bon. Mais l'action, elle n'est jamais finie. Elle modifie des relations, elle modifie des rapports, mais elle n'accomplit rien. L'action n'a pas de terme objectif qui nous permette de dire « ça y est, mon action est finie ». Je peux avoir fini de faire, je n'ai jamais fini d'agir. Puisque les conséquences de l'action ne sont jamais un produit fini, mais des modifications dans l'ordre du réel. Or, pour Aristote, justement, la bonne action, on pourrait l'entendre, c'est vrai, avec une oreille morale. Ah, la bonne action. Non, non. La bonne action pour Aristote, c'est d'abord l'action efficace. C'est celle qui atteint son but dans un monde instable, dans un monde mouvant,
dans un monde aux évolutions largement imprévisibles. Et dans ce monde aux évolutions largement imprévisibles, dans ce monde instable, dans ce monde mouvant, il ne suffit pas d'être intelligent, c'est-à-dire de concevoir ce qu'il faut faire. Il ne suffit pas d'être volontaire, de le vouloir, et il ne suffit même pas d'être compétent. Il faut un peu de chance, quelquefois. Ou, mieux que la chance, pour l'homme d'action, la capacité à se montrer attentif aux circonstances, à ce qu'Aristote appelle le moment opportun, le moment favorable, le kairos. Il faut un sens de l'opportunité. Trop tôt, ce n'était pas le bon moment. Trop tard, c'est plus le bon moment. Mais pour savoir quel est le moment opportun, eh bien, il faut précisément être attentif à ce qu'on pourrait appeler les signes des temps, si vous voulez, c'est-à-dire à ce que François Julien appelait déjà un potentiel de situation tel qu'il se présente à moi. Bref, l'homme d'action pour Aristote entend qu'il a le souci de l'efficacité et qu'il mesure la qualité de son acte à son efficacité. C'est celui qui a conscience que le monde humain n'est pas l'univers des lois nécessaires, susceptibles d'être rationnellement établies. Le monde de l'action, ce n'est pas le monde de Newton, si vous préférez. Qu'est-ce que c'est le monde newtonien, le monde de la physique newtonienne? C'est le monde des lois immuables et nécessaires. Ce monde de la science newtonienne, il est donc parfaitement prévisible. Si vous connaissez la quantité de mouvement de n'importe quel corps de l'univers et la relation qu'il entretient avec d'autres corps de l'univers, vous pouvez prévoir sa trajectoire, sa vitesse, à quel moment la boule de billard que vous venez de frapper ira mourir le long du bord ou heurter telle ou telle boule. Ça marche très bien dans l'univers de la science newtonienne. Univers prévisible, univers légal, soumis à des lois constantes et invariables. Ce n'est pas du tout le monde de la physique quantique, mais c'est le monde de la physique newtonienne. Mais ce n'est pas non plus le monde de l'action humaine. Le monde dans lequel on agit, ce n'est pas un monde parfaitement rationnel. Ce n'est pas un monde parfaitement prévisible. Ce n'est pas un monde qui est structuré par des lois nécessaires et immuables. C'est un monde marqué par ce qu'en philosophie, on appelle la contingence. C'est quoi la contingence? C'est le contraire de la nécessité. Est nécessaire ce qui n'aurait pas pu être autrement qu'il n'est. Poser la masse de la Terre, poser la Lune à telle distance, il est nécessaire que la trajectoire de la Lune soit déterminée par sa masse inertielle et sa masse gravitationnelle. Bon, très bien. En revanche, dans le domaine des actions humaines, ça ne marche pas du tout comme ça. Posez ce que vous voulez comme sujet capable d'agir, vous ne pouvez pas prévoir exactement comment ils vont se comporter, ce qu'ils vont faire, quelle sera leur humeur, qu'est-ce qu'il en sera du potentiel de situation. Est contingent ce qui aurait pu être tout à fait autre. Le client que vous allez voir, ça tombe bien, il est de bonne humeur. Il aurait pu être de très mauvaise humeur et vous fermer la porte au nez. L'élève à qui vous cherchez à faire rentrer un peu d'Aristote dans le crâne et qui est depuis 3-4 jours en train de se demander comment il va faire pour manger 2 repas par jour, j'invente absolument rien, avant de lui parler d'Aristote, il y a peut-être d'autres problèmes à régler, quoi. Le potentiel de situation, là, il n'est pas favorable, ça ne colle pas. Bref, le monde des actions humaines, ce monde de la contingence, c'est un monde dans lequel les choses ne se passent pas souvent conformément à nos schémas prévisionnels. Pire, c'est un monde dans lequel les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets. Vous avez fait comme la dernière fois. Vous avez utilisé le même protocole. Et la dernière fois, ça avait vachement bien marché. Et pourtant, là, ça a raté. Ben oui, je crois que c'est une expérience que chacun d'entre nous peut faire. Et non seulement le monde de l'action est un monde dans lequel les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets, mais il se peut très bien que les effets soient totalement disproportionnés par rapport à nos actes. Je raconte souvent à mes élèves
l'histoire de Bénur. D'abord parce que c'est bien l'histoire de Bénur, ça repose. Hein, puis il y a toujours quelque chose qui m'a fasciné, mon histoire de Bénur. Il y a quoi au début de l'histoire de Bénur? Il y a une petite jeune fille qui est, je crois, la sœur de Bénur. En fait, j'ai à peu près tout oublié de l'histoire, je me souviens d'une scène. Hein. Mais il y a une petite jeune fille qui doit être la sœur de Bénur. Si j'ai bonne mémoire, elle doit être vaguement amoureuse du Romain de service, qui va devenir le méchant, mais qui à ce moment-là est le copain de la famille, ou l'ami de la famille. Et puis il passe sur son cheval, là. Il est fier, il est beau, hein, il est impressionnant. Il passe avec son armée romaine, là. Et puis il passe devant la maison de Bénur. Tout se passe bien jusqu'à présent, ça va. Elle monte juste sur un mur pour le voir passer. Dans sa hâte et son enthousiasme, elle bouscule une petite tuile qui tombe à côté du cheval je ne sais plus comment il s'appelle, le monsieur, ça commence par un M, ça je me souviens, mais je ne sais pas pourquoi je me souviens que ça commence par un M. Mais quelque chose, allez-y, dites-moi. Merci beaucoup. Il y en a qui ont du temps de regarder la télé, c'est bien. Alors il y en a qui ont de la mémoire, c'est encore mieux. Donc ça tombe à côté du cheval de Messala, le cheval se cabre, Messala tombe, il est persuadé qu'il y a un attentat, et alors après c'est la débandade totale, c'est la lèpre, c'est les galères, c'est la famille qui est privée de ses biens, c'est l'emprisonnement, c'est tout le reste des aventures, pour une malheureuse tuile qui est tombée à côté d'un cheval. Elle n'a pas fait grand-chose, hein, la pauvre jeune fille, dont j'ai aussi oublié le nom d'ailleurs. Hein. Petite cause, grands effets. Ça arrive aussi, bien évidemment, dans l'ordre de l'action. Alors, on pourrait se dire, ouais, mais enfin, c'est inquiétant ce monde-là que vous nous décrivez. Un monde imprévisible, un monde mouvant, un monde dans lequel rien n'est jamais assuré, un monde instable, un monde où les mêmes causes ne produisent jamais les mêmes effets, un monde contingent, un monde qui résiste à nos schémas rationnels et prévisionnels. Comment on fait alors? Ça veut dire qu'on n'a pas le choix. L'action efficace ne peut être que de l'ordre du risque. Il n'y a pas moyen de court-circuiter la nécessité du risque. Ça peut rater, même si c'est très bien conçu. C'est-à-dire si on est très intelligent. Ça peut rater, même si on est plein de bonne volonté. Quand les circonstances, par exemple, sont contraires ou défavorables. Et ça peut rater, même si on est très compétent. Bref, l'action efficace n'est pas seulement l'action opportune, accomplie au moment opportun, elle est au moins autant l'action heureuse. C'est-à-dire l'action qui, ouf, on peut souffler, ça s'est bien passé. Il était de bonne humeur. La météo était de la partie. L'équipe adverse n'était pas trop forte, vous avez fait la fête la veille. Le terrain était favorable. Le brouillard s'est levé. Et ils avaient refusé à marcher à quelqu'un d'autre juste avant nous, ce qui fait que maintenant, de toute façon, ils ne veulent plus compter que sur nous. Ah, bah ça va. Ça tombe bien. Ça a marché. Il faut se rendre compte, il y a une part de chance, bien évidemment. Ah, c'est ce que j'appelle l'action heureuse. C'est celle qui, bien évidemment, doit compter sur la chance. Ça a marché, ça aurait pu ne pas marcher. Ou ça n'a pas marché. Mais dans d'autres circonstances, ça aurait pu marcher. C'est parfois vrai. C'est pas toujours la mauvaise foi, c'est pas toujours de l'alibi. Et donc l'action efficace est au moins autant l'action heureuse que la résultante d'un processus rationnel aux effets nécessaires. Disons-le autrement, revenons si vous voulez à mon fil rouge, à Austerlitz, Napoléon a aussi eu de la chance. Sans le brouillard, il y a fort à parier, mais on ne le saura jamais. C'est facile de faire des paris comme ça qu'on ne peut pas perdre de toute façon, mais enfin, sans le brouillard, il n'aurait peut-être pas gagné. Puis il a eu de la chance parce que le tsar Alexandre a préféré écouter de jeunes généraux sans expérience plutôt que de vieux briscards un peu fatigués. Bon, bah du coup, tout ça a profité à Napoléon. Et quelques années plus tard, autre bataille, devant les mêmes armées, et puis là, Napoléon échoue à Moscou. C'est la débandade, c'est la déroute. Et c'est pourtant le même général, et c'est pourtant le même génie, et c'est pourtant le même héros performant. Qu'est-ce qui parfois nous empêche d'être efficaces, donc? Je crois que c'est précisément
parfois la peur du risque, la peur de la contingence. C'est la peur que ça ne marche pas qui parfois paralyse l'action. Bref, l'inefficacité la plus assurée est celle d'une part de ceux qui n'osent pas agir parce qu'ils craignent d'échouer, ce que je vais appeler les timorés, mais d'autre part de ceux qui fantasment une situation stable où il suffirait de répéter rituellement, voire obsessionnellement, les mêmes schémas et les mêmes procédures. Ceux qui croient qu'il suffit toujours de refaire ce qui a déjà marché une fois pour que ça continue à marcher encore. Alors, j'évoquais tout à l'heure Ferdinand Alquier, il leur donne un nom qui va vous surprendre. C'est ce qu'il appelle les passionnés. Ça va vous surprendre parce que quand on dit les passionnés aujourd'hui, oh c'est bien, ils sont enthousiastes, ils ont de l'énergie. Non, non, hein. Les passionnés dans la bouche de Ferdinand Alquier, qui est un classique, hein, qui n'est pas du tout un contemporain, enfin bon, bien sûr, du XXe siècle, mais enfin bon. Bah, c'est ceux qui au fond sont empêtrés dans l'activité fantasmée et routinière. Le passionné, c'est par exemple le joueur à la roulette, au casino, qui ne peut pas s'empêcher de jouer. Contre toute raison, alors même qu'il sait qu'il court à sa perte, il ne peut pas s'empêcher de jouer. C'est l'amoureux transi qui répète les mêmes rituels obsessionnels, comme si avec ça, ça allait marcher. Puis ça ne marche jamais, bien évidemment. Et surtout, la passion, qu'est-ce qui la caractérise? C'est qu'elle est centrée sur soi. Le passionné ne voit que lui. Écoutez les amoureux passionnés, ils ne parlent que d'eux. Je ne peux pas vivre sans elle. Ils disent « je » à tout bout de champ. Il y en a aussi dans les entreprises et dans les lycées et dans les rectorats, des gens comme ça. Ils sont tellement passionnés, disent-ils, dans leur boulot, qu'ils ne parlent que d'eux, qui ne passent leur temps à se raconter. Et que quand on passe son temps à se raconter, quand on passe son temps à se regarder le nombril, et même quand le prix à payer, c'est de passer pour un passionné, on oublie de regarder la situation, on oublie de regarder les autres, on oublie de regarder de quoi ils ont besoin, on oublie de regarder leurs faiblesses, on oublie de comprendre qu'ils ne sont pas tout à fait comme nous, qu'ils ont peut-être d'autres procédures, d'autres qualités, d'autres démarches, d'autres richesses, peut-être aussi. Bref, le passionné, c'est celui qui n'est pas attentif à la situation, mais qui est simplement soucieux de lui-même. Peut-être qu'il sera performant. Il y a peu de chances qu'il soit efficace. Il n'est pas ouvert au réel, tel qu'il peut l'analyser, mais noyé dans ses fantasmes. Il veut plier le réel aux représentations qu'il s'en fait. Il n'est pas actif, il est passif. Il subit sa passion, il subit des procédures qui n'ont peut-être pas été imposées de l'extérieur, mais par rapport auxquelles il est incapable de prendre du recul. Il est le contraire de l'homme efficace. En guise de conclusion, puisqu'il me reste à tout casser de 3 minutes, je voudrais dire qu'on oppose parfois l'homme d'action efficace à l'idéaliste, voire au philosophe ou au sage. Pourtant, je crois que l'efficacité authentique est sagesse. Et elle est sagesse pourquoi? Parce qu'elle est attention au réel et à ses transformations parfois imprévisibles. Elle est sagesse parce qu'elle est capacité à différer le moment d'agir pour attendre le moment favorable. Elle est sagesse parce qu'elle est prudence, parce qu'elle est capacité à temporiser, capacité à jouer avec les circonstances. Si on comprend que l'homme d'action efficace, c'est le sage, on reconnaîtra alors qu'il n'y a rien de moins efficace que l'activiste débridé, que le passionné perdu dans ses fantasmes, que l'idéaliste abstrait, ou pire, parce que cela, on en voit partout, le technicien rationaliste convaincu qu'il sait ce qu'il faut faire. J'arrêterai là-dessus et je vous remercie de votre attention.
Donc, je ne sais pas si 2 fois, ça fait déjà une tradition, mais en tout cas, la tradition, c'est que la dernière demi-heure, ce soit vous qui parliez. Alors, n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au niveau du micro. Je pense que la sonorité... Ah, bah, il y a tout ce qu'il faut. C'est absolument incroyable. Quelle efficacité. Alors, on va peut-être attendre que le mouvement de foule soit terminé. Et comme ça, on pourra tranquillement s'entretenir les uns avec les autres. Pendant que j'y pense, vous êtes en train de rassembler vos esprits, les étudiants de philosophie qui doivent valider ce cursus comme UE, passez peut-être me voir à la fin, très très rapidement, pour qu'on convienne d'une date possible d'examen. C'est pas cool, c'est pas sympa, je sais, mais bon. Bien. Allez, la parole est à vous. Alors, moi, j'ai une question. Vous avez parlé de la praxis, de la poésie. Quid de la métisse? Oui, oui. Bon, heureusement que je me souviens encore un tout petit peu de quelques cours de grec, sinon j'aurais été très, très, très embêté. Hein. La métisse, c'est ce qu'on traduit parfois par la ruse. Hein, et elle est généralement rattachée à la figure d'Ulysse, hein, qui, dans l'Odyssée, qui lui doit son nom, représente précisément celui qui ne cesse de ruser avec les circonstances. Et bien évidemment que là, c'est une figure et une qualité essentielle dans leur relation. C'est vrai que le rusé, on pourrait avoir tendance à le tirer du côté du malin, mais alors, le mot lui-même est ambigu. Le malin, c'est celui qui n'hésite pas à faire le mal pour éventuellement satisfaire ses intérêts, ou le fourbe. C'est vrai qu'il y a cette figure-là aussi possible dans la ruse, se dire qu'après tout, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, et que s'il faut être malin, s'il faut tricher un peu, s'il faut mentir un peu, il n'y a que le résultat qui compte. C'est pas ça, la métisse. Je tiens à le dire. La métisse, c'est vraiment cette capacité à être attentif aux circonstances, pour en tirer parti le mieux possible. Dans la caverne du Cyclope, Ulysse regarde le potentiel de situation. C'est quoi ce Cyclope? Comment il s'appelle? Comment est-ce qu'il vit? Quand est-ce qu'il s'absente? Et son but est clair, c'est de réussir à s'échapper, et avec lui, ses compagnons, de l'antre du Cyclope. Et donc je crois qu'effectivement, merci Isabelle, cette qualité de la métisse mérite vraiment qu'on y attache tout notre intérêt et toute notre attention. On n'hésite pas dans le monde du management, et pas seulement dans le monde de l'entreprise, hein, à parler de stratégie, d'opération, de protocole. Mais si vraiment on tient à ce vocabulaire un peu guerrier, stratégie par exemple, le stratège, hein, c'est le combattant en grec, hein, eh bien si vraiment on tient à ce champ lexical, alors il faut admettre bien évidemment qu'un homme efficace, c'est aussi un homme rusé, ce qui ne veut pas dire qu'il est pervers. Un pédagogue efficace va ruser un peu avec ses élèves pour leur bien, parce qu'il s'agit de les amener peut-être à faire ce que spontanément ils ne voudraient pas faire. Un commercial efficace, on peut imaginer qu'il soit suffisamment rusé, non pas pour contraindre quelqu'un à faire ou acheter ce qu'il n'aurait pas voulu acheter, mais pour l'amener à prendre conscience peut-être d'avantages possibles dont spontanément il n'aurait pas pris conscience. Donc oui, la métisse n'a rien d'immoral, et oui, vive la métisse, bien sûr, sans problème. Oui.
Donc finalement, vous concluez sur le fait qu'un homme efficace, c'est aussi un homme rusé. Et moi, je comprends du coup que c'est un homme bricoleur. Cependant, l'homme bricoleur, il sait ce qu'il doit faire. Donc ça s'oppose à ce que vous dites, le technicien rationaliste qui sait exactement ce qu'il doit faire. Donc en fait, c'est plutôt faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais donc on a les techniques et on sait exactement ce qu'on doit faire pour... Alors, en fait, je comprends pas. j'espère avoir compris votre question. Je crois que oui, mais sinon vous me le direz. J'aime beaucoup l'idée de bricolage. Hein, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a deux modèles possibles de l'action. Il y a le modèle que j'ai appelé rationaliste. On a un plan, un projet, un cadre, un protocole, un schéma prévisionnel et on s'y tient. Bon, le problème, c'est que ça ne marche pas souvent. Et puis, il y a ce que vous appelez le bricolage. Et j'aime bien cette notion de bricolage. Parce que le bricoleur, c'est pas simplement celui qui fait pas trop bien son boulot. Oh, d'accord, c'est bricolé, ça tient à peu près. Non, non. Le bricoleur peut être parfaitement efficace. Je vais prendre un exemple très très simple, là aussi. Je sais pas moi, un carreleur. J'ai vu travailler des carreleurs, ça m'avait pas mal impressionné, d'ailleurs. Hein. Et puis, moi, j'imaginais naïvement que justement, ils allaient arriver avec... allez, à la limite, je croyais presque qu'ils avaient le plan de mon carrelage sur une grande feuille, puis voilà, celui-là sera posé là, celui-là sera posé là, celui-là sera coupé à tel endroit, et puis qu'après, il n'y avait plus qu'à déplier. Et puis non, qu'est-ce que je voyais un bonhomme qui en reposait 3, 4, 5, 6, 10, qui s'arrêtait, qui reprenait, oh voilà, ça colle pas, oh j'ai un petit problème, qui réglait le problème, qui recalibrait, qui redécoupait, qui repositionnait, qui décollait, qui remettait. Et le résultat, pourtant, est plus qu'honorable et même tout à fait satisfaisant. Et je crois qu'il faut garder peut-être ce sens du bricolage, y compris dans le cadre d'actions qui ne sont pas forcément des actions qui relèvent comme ça du travail manuel tel que je viens d'évoquer. Bricoler, c'est justement s'adapter aux situations. C'est pas tout à fait comme je l'avais pensé, ça tient pas tout à fait là où ça devrait tenir. On va essayer de faire en sorte que ça tienne quand même, que ça passe. On va raboter, on va jouer, on va avoir un peu de colle, on va mettre une petite pièce de monnaie en dessous, on va se débrouiller. Mais au bout du compte, le résultat, si ça se trouve, sera tout à fait efficace et satisfaisant. Et je crois qu'on a intérêt précisément, dans le cadre d'une pensée de l'efficacité, à reconnaître la dignité propre du bricolage. Alors je ne sais pas, j'ai hésité à la fin de votre question, parce que j'avais l'impression que vous vouliez réhabiliter plutôt le protocole rationnel, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Alors je dirais que c'est quelqu'un de très efficace. Oui, parce que est-ce qu'on dirait du carreleur que je viens d'évoquer qu'il est performant? Je pense que naturellement, ça passerait pas tout à fait. Il n'y a pas grand-chose de quantifiable là-dedans. Il n'y a pas grand-chose qui serait de l'ordre... Bien sûr, il travaille tout seul, je reconnais. C'est la limite, bien évidemment, des distinctions conceptuelles qui sont un peu forcées. Je sais bien qu'une équipe peut être performante et qu'un individu peut être efficace. Et donc, il ne faut pas forcer le trait quand j'ai joué l'efficacité contre la performance en jouant le collectif contre l'individu. Bien évidemment, il faut remettre un petit peu les choses dans l'ordre et à leur place. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a un génie propre du bricolage auquel il convient sans doute d'être attentif et qu'il convient de surtout pas mépriser. Hein. Je le revendique moi-même, hein, vous savez, parfois, même dans l'éducation nationale, ça fait quelques années, hein, je vous l'ai laissé entendre, hein, bon, qu'on est vraiment emmerdé par des procédures absolument pas possibles. Faut tout planifier, faut tout prévoir, mais on ne peut pas faire cours comme ça. Un cours concret, un cours réel, c'est du bricolage. Quand je me présente en cours devant des élèves, mais si on me demandait 3 minutes avant, mais qu'est-ce que tu vas leur dire exactement? C'est quoi ton plan? C'est quoi ton parcours? Mais je serais incapable de répondre. Bien sûr que je bricole. Ça dépend des questions, ça dépend de l'atmosphère, ça dépend des références qui me viennent, ça dépend des exemples que je vais creuser, et puis on verra bien. Et je crois qu'il faut l'accepter. Dans l'action efficace, il y a toujours une part de bricolage. Il y a Lévi-Strauss a travaillé sur le bricolage. Et l'idée, oui, c'est de la ressource limitée. C'est savoir créer en ressources limitées. Ah oui, tout à fait. Et il y a toute une théorie aux États-Unis sur le manager bricoleur, justement. Ah, voilà. Ça c'est intéressant. Donc, vous avez la référence? Oui, il y a un ouvrage là-dessus.
Alors, je ne connais pas l'ouvrage de Lévi-Strauss, mais c'est sûr que je connaissais effectivement l'idée de l'action en situation de ressources limitées. Ben, justement, quand on n'a pas tout ce qu'il faut, ben, comment faire avec, quoi. Bonjour. Bonjour. À un moment, dans le champ que vous définissez de l'efficacité, vous dites que l'efficacité s'inscrit dans la durabilité. Et ensuite, vous dites que justement, l'efficacité tient compte des conditions, des circonstances et du contexte. Et je ne comprends pas trop comment vous conciliez les deux. Oui. C'est bien, vous avez été très attentif. Oui, je reconnais qu'il y a ici une tension, en tout cas. Ah, donc, je reprends la question, ça va m'aider aussi à vous répondre. D'une part, oui, j'essaie de bricoler une réponse, exactement. C'est exactement ça. Bon, c'est vrai que l'exploit, la performance, le record étant fait pour être battu, il n'y a pas de raison que ça tienne. C'est fait en tout cas pour ne pas tenir. Ce qui est efficace, c'est d'une certaine manière ce qui va produire des fruits au-delà de l'acte efficace lui-même. Une éducation efficace, ça ne fait pas en sorte que simplement l'enfant se tienne tranquille, là, aujourd'hui, maintenant, jour de visite de la tante Madeleine. Il faut bien évidemment que des semaines après, des mois après, des années après, idéalement, il reste quelque chose de cette éducation. Or, bien sûr, le contexte aura changé. Bien sûr, la situation se sera métamorphosée. L'enfant sera devenu adolescent, puis adulte. Tante Madeleine, elle sera devenue très vieille, puis elle viendra nous voir moins souvent. Peut-être. Tout ça, ça change. Mais au fond, si ça a été efficace, ça a laissé quelque chose. Et donc, je ne crois pas, s'il y a tension, je ne crois pas qu'il y ait contradiction. Je sens que je vais réussir à m'en sortir à peu près, en fait. Ça veut dire que l'action est d'autant plus efficace qu'en dépit des modifications de la situation, il reste quelque chose qu'on ne pourra pas nous ôter. Quelque chose a été fait qui, à jamais, aura été accompli. Bien sûr, on ne pourra pas faire la même chose exactement. Mais ça n'empêche, ça aura été fait. La Coupe du Monde qu'on a gagnée, eh ben, on la gagnera peut-être pas la prochaine fois, mais à jamais, on l'aura gagnée. Bien. Bonsoir. Bonsoir. C'est où? Oui, excusez-moi, vous n'utilisez jamais le mot perspicace. Je n'arrive pas à le prononcer. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Ou est-ce que vous le définissez d'une manière particulière? Oui, non, c'est vrai que c'est comme la métisse, c'est parti de... C'est vrai qu'on pense avec des mots toujours, et que chacun a dans son bric-à-brac les mots qui l'aident à penser, et que penser l'efficacité avec un outil lexical comme l'adjectif perspicace, bien sûr que ça ouvre de véritables perspectives. Hein. Perspicere, ça veut dire précisément être attentif. Hein. Regarder, mais regarder à travers de façon à ne rien perdre. De manière à avoir un regard qui soit à la fois perçant et en extension. Et c'est vrai que c'est une manière de dire sans doute ce qu'il en est de notre attention au réel. Être perspicace, c'est d'abord regarder en profondeur et avec recul, parce que ça suppose une perspective, et il n'y a de perspective possible qu'à partir du moment où j'accepte, où je consens à une certaine prise de recul. Donc c'est vrai qu'il y a là quelque chose d'important, et être attentif à ce terme, c'est être attentif aux conditions de l'attention au réel. Et il y a quelque chose de plus, parce que du coup, le perspicace, c'est celui qui peut anticiper sur la manière dont une situation va évoluer. Le perspicace, dans ce sens-là, c'est presque déjà le prévoyant. C'est le nom grec de Prométhée. Prométhée, le prévoyant, celui qui voit les choses avant qu'elles ne se produisent. Et le génie propre de la perspicacité, c'est d'aller cueillir au sein même du réel auquel nous sommes attentifs, ce qui permet non pas de prévoir, c'est quand même pas tout à fait la prévoyance, non pas tout à fait de prévoir ce qu'il sera des effets de mon action, mais en tout cas de deviner des lignes, des tensions, des lignes de force, où
notre action pourra s'inscrire. Et ce qui permet d'escompter un effet heureux ou favorable. Donc oui, cette notion de perspicacité est tout à fait intéressante, sans aucun doute. Oui, excusez-moi, je voulais savoir d'où vient cette idéologie de l'efficacité, donc dans le monde actuel. Alors j'ai parlé d'idéologie, moi, pour désigner l'idéologie de la performance. Hein. Je n'ai pas parlé d'idéologie de l'efficacité. Hein. Donc de la performance. Ah, d'accord. Bien. Non, parce que je crois qu'effectivement, la question de l'efficacité, le souci de l'efficacité, est de toute façon incontournable pour une pensée de l'action. Dès lors qu'on s'interroge sur les conditions de possibilité de l'action, on s'interroge sur les conditions de possibilité de l'efficacité. Donc on n'est pas dans l'idéologie, on est dans le pragmatisme, on est dans l'attention au réel. Alors c'est vrai que j'ai parlé d'idéologie de la performance. D'où vient-elle ? Alors je ne suis pas historien des représentations, hein. J'ai toujours un petit peu de mal, mais je crois bien évidemment, enfin il me semble en tout cas très probable que ce soit un effet pervers d'une certaine logique libérale, ou en tout cas ultralibérale, qui, elle, n'est pas nécessairement perverse. L'exaltation de l'individu, ça qui précède largement d'ailleurs l'avènement du libéralisme. Hein. L'exaltation de l'individu à partir, déjà probablement du XVIIe siècle, contre des vieilles traditions holistes qui avaient façonné une grande partie, non seulement de l'Europe, mais de la plupart des grandes sociétés à travers le monde. Ce qu'on appelle une société holiste, et au fond, le collectif prime sur l'individu, quitte à ce que l'individu se sacrifie pour le bien du groupe qui est davantage valorisé que lui-même. Et c'est vrai qu'à partir du XVIIe siècle, en gros, me semble-t-il, hein, c'est toujours difficile de faire des choses comme ça à la louche, mais on sent que en Occident, en Europe, si vous voulez, on assiste à une montée de l'individualisme, non pas ici au sens moral, hein, au sens où ce serait pas bien, mais au fond où l'individu essaie de faire valoir ses droits. Avec cette idée progressive, qui va être décisive d'ailleurs pour l'élaboration du discours des droits de l'homme, qu'il y a dans l'individu une dignité propre, une grandeur propre, qui interdit qu'on regarde l'individu simplement comme une partie d'un tout. Alors ça, c'est bien. Cet individualisme-là, qui va ouvrir aussi la perspective du libéralisme économique, qui ouvre la perspective de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire il s'agit pour l'individu d'entreprendre par lui-même quelque chose, je crois qu'il faut l'accepter. C'est un moment important de notre histoire. Ce qui est dangereux, et ce qui, sans doute, ouvre des perspectives plus inquiétantes, c'est quand l'individu ne se contente plus de revendiquer son individualité, son droit d'exister comme individu singulier, mais quand ils érigent son individualité en idole de la raison. C'est-à-dire que voilà, moi, l'individu, je suis la source objective de toute valeur et de toute valorisation. Et ça, c'est un mouvement qui, me semble-t-il, se joue au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, en Europe en particulier. Dans une société qui refuse toute transcendance, qui entend ne se recevoir que d'elle-même, qui entend être parfaitement autonome et déterminer elle-même ses valeurs, ses objectifs, ses programmes, eh bien, l'individu lui-même peut être amené, dans un fantasme d'autonomie, à croire qu'il est à lui-même sa propre origine et que ce qui vaut, c'est d'abord ce qu'il pose comme valable. Mais que pour poser comme quelque chose comme valable, il faut le poser, et qu'il lui appartient du coup de montrer sa dignité propre, qui ne va plus de soi, puisqu'il n'y a plus de transcendance pour la confirmer. Vous comprenez ce que j'essaie de dire là ? Dans une société traditionnelle, dans l'Europe traditionnelle, en gros jusqu'au XVIIe siècle, de quoi les individus reçoivent-ils leur dignité ? De Dieu. C'est pas compliqué. Dieu, en tant que créateur de l'homme, comme source de toute dignité. Tant qu'on croit ça, il n'y a pas trop de problème. On n'a pas à conquérir soi-même sa dignité, puisqu'elle est posée au titre de principe, dans une perspective qui est une perspective de foi. À partir du moment où ce schéma s'effondre, une sorte d'immanentisme qui semble bien être l'atmosphère culturelle et intellectuelle du XIXe. Marx, Nietzsche, Freud, si vous voulez. Hein. Je n'ai même pas réussi à le prononcer. Marx, Nietzsche, Freud. Je reprends.
Voilà. Bah, du coup, qu'est-ce qui se passe? Paradoxalement, cet individu qui revendique sa dignité absolue, son droit absolu, ne dispose plus de référence transcendante pour la reconnaître comme allant de soi. Il faut donc qu'il la montre. Il faut donc qu'il pose cette dignité, et il ne peut plus la poser pour la rendre visible, pour la rendre manifeste, pour qu'elle soit reconnue par autrui. Il ne peut plus la poser qu'en dehors de lui. Il faut qu'il soit performant. Et ça n'engage pas simplement un certain type de libéralisme dans l'ordre économique, ça engage, me semble-t-il, toute une métaphysique, ça engage toute une vision de la société, ça engage toute une vision de l'homme. Le héros performant, encore une fois, c'est pas seulement le jeune cadre dynamique, hein, pas du tout. Hein. Le héros performant, c'est vraiment la figure fantasmée produite par ce que j'appellerais une métaphysique immanente qui, sans doute, se constitue au tournant du XVIIIe et XIXe siècle. Alors, quand je dis des choses comme ça, 1, c'est fait tellement vite, 2, tellement à la louche, et 3, sans, sans laisser au moindre historien à peu près compétent le soin de vérifier ce que je suis en train de dire là, que je le dis vraiment avec prudence et avec autant de pincettes qu'il le faudra. Merci. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je n'ai pas vraiment une question, c'est juste pour souligner quelque chose que vous avez évoqué. Vous avez dit que le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui n'est pas normé, où il n'y a que des lois qui le guident. Et j'avais envie de dire, mais heureusement que c'est un monde contingent, parce que ça nous permet de vivre selon des combines différentes. Et pour faire le lien avec le thème de la séance dernière, qui est réussir sa vie, ça nous permet aussi de dire qu'il y a différentes façons de réussir sa vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule manière ou des manières limitées de processus à suivre pour réussir sa vie. Et ça permet aussi de remettre en question les gens qui ont dit qu'ils ont réussi leur vie sans prendre en considération les situations qu'ils ont vécues, c'est-à-dire l'entourage en se référant à l'efficacité. Très bien. Très bien, je vous remercie beaucoup. C'est très intéressant. Je suis complètement d'accord avec vous. Il n'y a pas l'ombre d'un problème. Et puis, je vous remercie pour cette prise de parole, qui a ceci de reposant pour moi, qu'elle ne requiert pas de réponse. Ça, c'est... Ceci dit, j'ai quand même, comme je suis un bavard impénitent, je ne peux pas résister. J'irai même encore plus loin. Vous dites c'est une chance, après tout, que le monde soit contingent. Complètement d'accord avec vous. Hein. Et il faut même aller jusqu'au bout. Si le monde n'était pas contingent, nous ne pourrions pas agir. Dans un monde marqué par des lois nécessaires, il n'y a pas d'action possible, il n'y a que des comportements possibles. La lune n'agit pas. Et je ne suis pas sûr que le lion agisse quand il court après la gazelle. Mais là, je ne me prononcerai pas. La condition de l'action, c'est la contingence, puisqu'agir, c'est ruser avec la contingence. Dans un monde qui serait entièrement déterminé par des lois immuables, je ne pourrais pas décider de ce qu'il convient que je fasse. Il n'y aurait pas d'action possible. Donc oui, vive la contingence, bien sûr. Bien sûr. Oui, vous rejoignez exactement ce que des... vous rejoignez exactement... excusez-moi. Il y a 3 jours, je te tutoyais, aujourd'hui, je te vous vois. Du coup, c'est embêtant, c'est le micro qui fait ça. Voilà. Non, je crois que vous rejoignez en tout cas l'un et l'autre, tout à fait. C'est la condition même de notre vie, qui ne peut véritablement devenir notre vie, parce qu'elle ne se joue pas à l'avance dans un horizon de nécessité, et parce qu'elle est à reprendre précisément dans une contingence chaque jour renouvelée, mais qui est l'aventure même de la vie, bien sûr. Oui, excellent. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une sorte de réification du héros performant. Il se condamne à la réification, à devenir à lui-même sa propre idole, une sorte de chose fixe et immuable. Or, la vie, vivre précisément, c'est résister à ce qui nous réifie, à ce qui nous chosifie. Et c'est savoir que, bien évidemment, on va de blessure en blessure, de fragilité en fragilité, de grâce en grâce, de risque en risque, et que rien ne nous permet de nous stabiliser dans une image de soi qui deviendrait définitive. Je crois que vous l'avez encore bien mieux dit que moi, et je vous en remercie. Dernière... je ne sais pas, ça dépendra de la longueur de la question ou de l'intervention. Il nous reste 3 minutes.
Là-bas, il y a un doigt levé. Là-haut, plutôt. C'est parti. Vous parliez tout à l'heure d'opposition de performance et d'efficacité, et notamment que la performance était un outil du pouvoir. Alors la question, c'est est-ce que la recherche ou la promotion de la performance ne serait-ce pas justement pour flatter l'individu et lui laisser croire qu'il a le pouvoir sur lui-même et sur le réel, justement? Oh oui, je crois que la réponse est dans votre question. Hein. Vous la posez tellement bien que vous me donnez tous les éléments pour y répondre. Oui, oui, je crois que c'est exactement ça. Je n'ai pas grand chose à rajouter. C'est-à-dire que, au fond, c'est vrai que ce qu'il y a de fantasmé dans ce discours de la performance, c'est que on utilise ce discours pour installer l'individu dans une représentation fantasmée de soi, mais dans laquelle précisément il se complaît et se rassure. Et là, l'un d'entre vous a utilisé tout à l'heure l'expression mortifère, je ne sais plus qui, mais là c'est mortifère. À partir du moment où on se complaît dans la représentation que l'on se fait de soi-même, on risque précisément de devenir dangereusement inefficace. Parce que dans ce cas-là, si on s'y complaît, il ne faut surtout plus rien toucher. Il faut toucher à rien. Mais quand il faut toucher à rien, on ne peut plus s'adapter à un réel mouvant. Pour finir en clin d'œil, une autre logique de l'efficacité n'est-elle pas possible? Plus sereine et distanciée parce que plus lucide? Merci. Où est la sérénité? Ah oui, oui, c'est la... Ah oui. Ah ben on n'a pas oui, cité, mais bien. c'était Yann Alors c'est Martin. vrai que la lucidité, on l'a vu, même si je n'ai pas utilisé le terme. La distance, on l'a vu, la prise de recul qui permet la mise en perspective. Ce qui manque peut-être, c'est la sérénité. Mais je crois qu'on ne peut pas être serein quand on est investi à corps perdu dans la course à la performance. Il faut toujours faire plus, il faut toujours aller plus vite, il faut toujours gagner plus. Et on est confronté à des individus qui, de toute façon, veulent notre place parce qu'ils veulent, eux aussi, plus. Et parce que dès qu'on est le meilleur, on a une pancarte dans le dos, on est celui qu'il va falloir abattre. On ne peut pas vivre sereinement quand on est engagé dans la course à la performance, c'est pas possible. Et c'est vrai que s'accepter avec ses défauts, avec ses blessures, avec ses manques, reconnaître qu'il faudra un peu de chance et que tout seul on n'y arrivera pas, qu'il ne suffit pas d'être intelligent, volontaire et compétent pour que ça marche, mais qu'on a besoin des autres, qu'on a besoin d'assumer, de sursumer ses faiblesses, ben je crois qu'après tout, ça libère la voie pour une sérénité possible.